Alors, nous avons aujourd'hui 6 communications. Et donc, nous allons demander aux orateurs de bien tenir leur timing, de manière à pouvoir avoir éventuellement des discussions. Donc, j'appelle Rachid Sani, de Niamey, pour les cholécystectomies laparoscopiques chez le patient drépanocytaire. Alors, Rachid Sani est très impliqué dans la formation des chirurgiens dans son pays, mais également dans les pays environnants. La formation des chirurgiens et des non-chirurgiens, d'ailleurs. Est-ce que peut-être tu pourrais nous dire, avant de nous parler du sujet d'aujourd'hui, et dont tu parleras d'ailleurs demain lors de la création de la fondation, quels sont un peu, enfin, comment as-tu lancé ces projets et quels sont actuellement les résultats obtenus sur ce point? Merci. Quand nous sommes rentrés au Niger, en fait, on s'est trouvé face à un déficit en chirurgiens. L'État a fait l'effort de construire des hôpitaux en zone rurale et à la formation de chirurgie générale, mais il faut 5 ans pour former 4 à 5 chirurgiens. En zone rurale, ce n'est pas les mêmes problèmes que la région, que l'urbain. Donc on a essayé avec nos collègues de réfléchir sur une formation de courte durée qui peut régler rapidement les problèmes en zone rurale. Donc c'est pour ça que nous avons mis au point une formation qu'on appelle capacité de chirurgie de district, où on prend un médecin généraliste, on le forme en chirurgie essentielle pour régler les problèmes de chirurgie de base. Par exemple, dans nos zones rurales, c'est la prise en charge, les césariennes, les hernies étranglées, les isocèles, et des plaies, etc., etc. On l'a formé avec ça pendant une année. Et depuis 2005, chaque année, on arrive à former une vingtaine, 15 à 20, comparativement aux 5 qu'on forme chaque 5 ans de chirurgie générale. La formation en chirurgie générale continue, et on fait cette formation où on est cette année à plus de 160 médecins formés pour les hôpitaux de district. On continue encore cette formation parce qu'on en a besoin, et récemment l'État a créé aussi d'autres districts, et donc il faut que la fac suive, et cette formation elle est diplômante. Donc quand même elle donne un petit bonus au médecin qui a fait cette formation. Et depuis nous avons évalué la formation sur ce qu'ils font. Les 4 premières années, les 5 premières années, on a vu les résultats que j'avais une fois présentés à l'académie. Et au départ, on avait eu un doute. Si on forme ces chirurgiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on a vu avec les résultats, c'est la chirurgie de base. Ils font des césariennes, des hernies. Ils ne sont pas là pour faire des thyroïdectomies ou des pneumonectomies. Ils font vraiment la chirurgie de base, qui est la préoccupation de la zone rurale. Et récemment, j'ai fait une évaluation dans 3 districts, et ça reste la chirurgie de base, la cure des hernies, les césariennes, les péritonites, les appendicites. Donc c'est vraiment ce type de chirurgie. Et nous avons créé une passerelle pour ceux qui veulent faire la chirurgie générale, et ils passent d'emblée en 2e année. Donc ce qui fait qu'on a quand même une base de médecins qui vont faire la chirurgie. Et ça évite aussi, puisque c'est des gens qui vivent déjà en zone rurale, ça évite à ces médecins qui disent « moi je ne vais pas aller en zone rurale, je vais rester dans un centre urbain ». Donc c'était un peu ça la formation. Merci beaucoup. Alors je répète que donc Rachid Sani interviendra demain pour parler plus longuement de cette problématique qui est un enjeu majeur, puisque l'accès à la chirurgie est un enjeu majeur pour tout un tas de populations qui n'ont pas les moyens. Merci à vous. Merci. Alors je vous laisse la parole. D'accord. Merci. Je vais vous parler d'une autre particularité chez nous, en fait, la drépanocytose et la cholécystectomie laparoscopique chez le drépanocytaire. La drépanocytose, comme vous le savez, est une maladie génétique qui est fréquente chez les populations noires. La différence, c'est une hémoglobinose S. Donc la différence entre l'hémoglobine A et l'hémoglobine S, justement, c'est cette mutation en position 6 de la globine, et qui est remplacée par la valine.
Et la polymérisation de cette hémoglobine va entraîner une anémie hémolytique et des phénomènes vaso-occlusifs. Donc en raison des mouvements de la population, maintenant, elle existe partout, sur tous les continents. Déjà à la période de l'esclavage, jusqu'au maintenant, les mutations dans d'autres continents. Et c'est une chirurgie et une anesthésie que nous allons faire chez des patients très fragiles. Un de nos objectifs pour cette chirurgie, justement, on devrait minimiser les risques de falsiformation. On doit prévenir l'hypoxie. On sait le rôle de l'hypoxie dans la falsiformation, l'hypovolémie, l'hypothermie et l'acidose. Je vais faire quelques rappels physiopathologiques. On sait que l'hypoxie est un élément qui favorise la falsiformation. Donc, un des éléments pour cette chirurgie, c'est de vraiment prévenir cette hypoxie. Parce qu'on sait qu'une hématie falsiformée a une durée de vie très courte. Autre élément qui est dans nos régions, c'est justement l'association de cette hémoglobinose S avec l'AC. On sait que l'AC favorise la falsiformation de l'hémoglobine A. Et l'hétérozygosie composite, les deux associent les risques. L'hémoglobine SC est beaucoup répandue en Afrique de l'Ouest, surtout au Burkina Faso. Dans les travaux qui ont été faits, elle existe beaucoup. Et au Niger, on le voit chez les patients qui viennent vers la frontière du Burkina Faso. Et la présence de l'hémoglobine C va favoriser la falsiformation chez les doubles hétérozygotes. Donc on voit ici un fossile. Quelle est la conséquence? La conséquence justement de cette falsiformation, elle va entraîner des troubles vasculaires qui vont entraîner des infarctus au niveau des os et des viscères. Donc les zones d'infarctus vont être les sièges des infections et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'ostéomyélite chez les drépanocytaires. Autre élément qu'il faut prendre en charge ou qu'il faut corriger avant de se lancer en chirurgie, c'est vraiment prévenir l'hypoxie, la déshydratation, l'acidose, l'inflammation, la fièvre. Tous ces éléments vont favoriser la falsiformation. Donc on doit prendre en charge ces éléments avant de passer à la chirurgie. Comment nous préparons nos patients? Il faut faire une recherche parasitologique du paludisme et autres causes d'hyperthermie. Dans nos contrées où le paludisme est endémique, on doit rechercher toute cause d'hyperthermie, principalement le paludisme. Nous sommes dans une zone tropicale très chaude, donc il faut réhydrater les patients. On propose une antibioprophylaxie avant d'opérer et une transfusion pour les patients dont le taux d'hémoglobine est inférieur à 9. Un bilan cardiaque avec une écho cardiaque est demandé. Les épreuves fonctionnelles respiratoires, en fonction du contexte clinique, on ne le fait pas systématiquement à tous les patients. Et ce que nous préconisons, que les patients doivent être opérés en chirurgie réglée, en dehors de toute urgence, et surtout par un chirurgien senior. On ne va pas confier un drépanocytaire, un enfant fragile, à un résident en formation. Je l'insiste parce que je viens de voir ce matin ou cette semaine un papier qui encourage cela. C'est pour cela que nous, en tout cas, on ne voit pas les mêmes patients. Parce qu'on ne peut pas confier un enfant fragile à un résident en formation. La prise en charge pré-, per- et post-opératoire, elle est multidisciplinaire. En dehors du chirurgien, il y a le pédiatre, l'anesthésiste réanimateur et l'hématologue. Et nous proposons un séjour post-opératoire systématique pour tous les patients SS et SC. Donc nous avons pendant 12 ans opéré 127 patients
Et vous avez vu que l'âge moyen, c'est 21 ans. Et parmi nos patients, presque un patient sur 5 a moins de 15 ans. Donc vraiment, c'est une population très jeune. Et beaucoup d'homozygotes SS. La durée opératoire, c'est 68 minutes. Et on a un taux de conversion de 5%. Et la conversion, on se convertit en mini-là. Les complications post-opératoires, on a beaucoup de crises vaso-occlusives et 3 cas de syndrome thoracique aigu, qui est vraiment une complication effroyable chez les drépanocytaires. Et dans nos 2 cas de décès, c'était des patients qui avaient des syndromes thoraciques aigus. Et la durée de séjour hospitalier, c'est de 3 jours. Nous ne pouvons pas faire ce type de chirurgie en ambulatoire, parce que c'est des patients qui sont très fragiles et qui ont des fois besoin de beaucoup d'oxygène, qu'il faut réévaluer le lendemain de l'intervention et comment ils ont passé la nuit. Donc, pour la préparation, en 2009, on a publié un papier. Vous avez vu que pour la préparation, l'hydratation, elle a concerné, en tout cas, les 2/3 des patients étaient déshydratés, qui étaient venus, on les a hydratés. Transfusion, plus de la moitié étaient transfusés du fait de l'anémie hémolytique et 40% ont bénéficié d'une antibioprophylaxie et un patient sur 15% ont bénéficié d'un traitement antipalustre, puisque on a mis le bilan antipalustre dans la recherche, la goutte épaisse et les frottis. Pour la transfusion, il est surtout recommandé la transfusion préopératoire pour les patients ayant un taux d'hémoglobine inférieur à 9, qui a un effet préventif sur l'hypoxie. Et on a noté aussi une nette diminution des complications liées à la falciformation, parce que le sang transfusé va servir de réserve d'oxygène. C'est lui qui va oxygéner le patient. Quel programme? Il y a plusieurs programmes, hein. La transfusion simple ou l'exsanguinotransfusion. Nous n'avons pas les moyens de faire même l'exsanguinotransfusion. On s'en sort avec la transfusion simple. Et voilà. Donc, dans la littérature, il y a le rôle de la transfusion. Vous voyez dans cette étude jamaïcaine, ils ont eu beaucoup de complications et beaucoup de patients n'ont pas bénéficié de cette transfusion préopératoire qui est importante. Quelle attitude pour les lithiases asymptomatiques? Je pense que maintenant c'est accepté. Dès qu'on découvre une lithiase chez un drépanocytaire, il faut lui faire une cholécystectomie. Des études randomisées ont montré qu'il y a une diminution de complications. La morbidité et le séjour hospitalier sont plus courts dans le groupe de cholécystectomie élective et systématique. Parce que si les patients passent à la complication, il coûte plus cher pour l'hospitalisation. Et on a remarqué, nous, dans notre étude, que les patients soi-disant asymptomatiques, quand on a fait l'anapathe nous répondait cholécystite. Donc, voilà, voici les recommandations françaises en 2015. Il est recommandé de réaliser à froid, avant toute complication, une cholécystectomie chez les drépanocytaires présentant des calculs vésiculaires. Donc, ça permet de prévenir les risques. Et il y a aussi cette étude qui l'encourage. Autre élément qui est difficile à gérer, c'est le syndrome thoracique aigu. C'est vraiment une espèce de pneumonie fébrile, tout avec dyspnée, qui va résulter d'occlusion des capillaires pulmonaires. Et ça va entraîner une hypoxémie qui va encore aggraver les phénomènes vaso-occlusifs. Et c'est la première cause des décès dans la drépanocytose et la deuxième cause d'hospitalisation après les crises vaso-occlusives. Et les germes qui ont été identifiés sont ceux-là. Voilà. Quels sont les facteurs qui favorisent la crise vaso-occlusive et le syndrome thoracique aigu? C'est la chirurgie abdominale, la grossesse, le surdosage des morphiniques, l'iléus, les pathologies hépatobiliaires
et surtout la prise des corticoïdes. Un autre élément important, dans une étude canadienne, ils ont montré que une prédilection du côté de l'acte chirurgical par rapport au côté contralatéral. Donc si dans notre étude les deux cas de syndrome thoracique aigu ont été vus au niveau du poumon droit, donc il faut très souvent rechercher le syndrome thoracique aigu du côté de l'intervention. Mais une autre étude ivoirienne a trouvé beaucoup de syndrome thoracique aigu en laparoscopie par rapport à laparotomie. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se convertir, parce que c'est vraiment un gage de sécurité et on peut faire une mini laparo pour faire la cholestectomie, parce que facilement les drépanocytaires passent en instabilité hémodynamique quand vous les opérez. Donc on voit ici les complications, quand même il y a pas mal de complications post-opératoires liées à la drépanocytose et quand même un taux de mortalité qui est élevé en Jamaïque, et on a vu pourquoi, parce que ils ne faisaient pas systématiquement la transfusion pré-opératoire et ça a beaucoup de complications. Et il y a un papier que je viens de lire et je trouve que d'un journal Laparoscope Endoscope, Single Incision Pediatric Endosurgery Performed by Resident. Je pense qu'on ne soigne pas les mêmes patients, parce que nous, les patients fragiles qu'on voit, on ne peut pas les confier à un étudiant en apprentissage. Donc d'où je pense qu'il est recommandé de confier ce type de patients à des chirurgiens seniors qui ont l'habitude de faire des cholestectomies. Voilà, en conclusion, elle est faisable avec la laparoscopie, avec une morbidité et une mortalité faible. La prise en charge doit être pluridisciplinaire. Et le séjour périopératoire en soins intensifs, et elle doit être exercée par un chirurgien expérimenté et la faire en chirurgie élective. Et nous, dans notre cas, le responsable du patient reste l'anesthésiste qui est au centre, qui a des contacts directs avec les hématologues, les pédiatres et les chirurgiens. Et c'est important de traiter tous les facteurs qui vont favoriser la falciformation en pré, per et post-opératoire, c'est-à-dire la déshydratation, l'hyperthermie, l'hypoxie, etc. Je vous remercie. Merci. Une question? Oui, je voudrais d'abord, au nom de l'Agence universitaire de la francophonie, je suis le conseiller du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, en particulier pour les problèmes de santé. Et nous venons de signer avec l'Académie de chirurgie un partenariat de collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie. Et je voudrais vous féliciter pour le travail extraordinaire que vous faites actuellement pour former au plus près du terrain des collègues médecins généralistes qui deviennent aptes et formés avec une certification universitaire que vous représentez pour être capables de faire face aux principales urgences de terrain, de la médecine de base, faire que la mortalité par hémorragie de la délivrance, par césarienne nécessaire, par occlusion intestinale aiguë, liée à une hernie ombilicale étranglée, etc., tout ceci puisse être traité sur place, dans les conditions locales, mais avec des collègues qui ne sont pas des officiers de santé, mais qui sont des véritables chirurgiens formés à cette chirurgie de première ligne. Et ce modèle que vous avez mis en place avec l'université de Niamey est exemplaire et va sûrement devenir un modèle qui va être très utile pour l'ensemble des pays en développement. Je viens ce matin de quitter la conférence de l'OMS consacrée à la chirurgie de première ligne
Et j'ai cité le travail que vous faites à Niamey, et tous les collègues de l'OMS, le patron, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, ils vont s'inspirer du travail que vous faites en francophonie, et je crois qu'il faut souligner et vous féliciter pour ce travail extraordinaire, et c'est tout à fait légitime que demain vous preniez la parole pour la fondation de l'Académie de chirurgie. Et vraiment, Rachid, bravo et merci pour le travail que vous faites. Merci. Comment expliquez-vous le fait qu'il y a moins de syndrome thoracique aigu par voie ouverte par rapport à Célio? À un moment donné, vous avez dit qu'il y avait une tendance à... Oui, c'est une étude ivoirienne. Nous, dans notre cas, je n'ai pas fait beaucoup de comparaisons parce que quand je suis rentré, je me suis attaqué directement à la Célio. Et nous ne voyons pas cela parce que l'un des éléments du syndrome thoracique aigu, c'est la douleur. Et en Célio, il y a moins de douleur. Donc nous n'avons pas fait ce lien-là. On n'a pas fait ce lien parce qu'on a essayé de regarder les patients chez qui on s'est converti. Est-ce que c'est eux qui font... Non, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence. Votre principale complication, c'est les crises vaso-occlusives. Alors, oui. Ça correspond à quoi? Ce sont des infarctus mésentères? C'est des infarctus myocardiques? Ça se traduit des fois par des douleurs abdominales, des douleurs articulaires. Voilà, c'est surtout abdominal, voilà, et articulaire et qu'on voit. Oui. Vous avez y a-t-il d'autres questions? Oui, Jean-Luc. À vous écouter, là, on a du mal à penser que la célioscopie, contrairement à ce qu'on voit dans les autres populations, est une bonne idée, puisque ça, avec le gaz carbonique, ça entraîne éventuellement un peu une hypoxie à l'intérieur du sang, et donc peut-être que, vous avez sans doute l'expérience, est-ce qu'il y a moins de complications lorsqu'on fait même des mini-laparotomies plutôt que la célioscopie, qui, dans cette indication-là, est peut-être discutable? Quand on prépare bien les patients, parce que c'est la préparation du patient, et vous avez vu le temps opératoire. J'ai vu, par exemple, quand on prend la série jamaïcaine, ils font jusqu'à 175 minutes en train d'opérer un patient. Nous, dès qu'on a des difficultés, on se convertit, on ne prend pas des risques pour faire des interventions à 200 minutes, un truc comme ça. Voilà. Et il y a pas, on n'a pas ces complications-là. Parce que avant moi, il y a le professeur Babacar Fall qui a fait la même étude à Dakar. Et là, il a aussi proposé la célio parce que quand on prépare, tout est sur la préparation du patient. S'il est bien préparé, avec le temps, c'est vrai, les crises vaso-occlusives qu'on avait, c'était au départ, puisqu'on était en train de trouver un protocole. Mais maintenant, les équipes sont rodées. Dès qu'on identifie un patient qu'on opère, 48-72 heures, il est en réanimation, où on le prépare, il vient à l'acte opératoire et... les vésicules faciles à opérer, on les opère. S'il y a des risques de prendre beaucoup de temps, parce qu'on sait que l'instabilité hémodynamique et le drépanocytaire bascule rapidement dans cette instabilité, on se convertit en mini-laparo et on finit l'acte. Mais on a moins de complications dedans. Grosso modo, c'est parce que vous apportez de l'hémoglobine normale. Oui. Cette transfusion préopératoire est vraiment recommandée. Elle est recommandée. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Pour ce qu'on peut applaudir le docteur.